bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ouvre ce petit vlog avec ma lecture en cours. Donc je vous avais laissé dans la dernière vidéo avec le livre de Leigh Bardugo, donc la 9e maison. Et là j'ai commencé aujourd'hui L'orpheline de Foundling de Stacey Rolls. Donc ça c'est un roman qui entre dans le Pumpkin Autumn Challenge. Je ne sais plus pour quel menu, mais ça entrait en tout cas dans le challenge. C'est un livre que j'ai très envie de lire depuis l'année passée en fait. Et j'attendais qu'il sorte en poche et donc le voilà. Je trouve que la couverture fait super automnale. J'aime beaucoup. J'ai commencé là ce matin, j'ai lu un peu moins d'une heure. Je suis à la page 60. Et franchement ça me plaît beaucoup. J'aime bien le style d'écriture. On se retrouve en fait ici en 1747. Donc c'est vraiment un roman purement historique. Je ne sais pas si c'est basé sur des faits réels. Mais je pense qu'il y a quand même pas mal de trucs réels. Style, voilà, ici on va suivre Bess qui accouche en fait d'une petite fille. Et elle n'est pas mariée ni rien, elle vit avec son père et son frère. Là, à l'heure actuelle de ma lecture, on ne sait pas qui est le père de cet enfant. Et en fait elle va se rendre le jour de la naissance de son bébé dans un... c'est pas vraiment un orphelinat, c'est comment ils appellent ça, un hôpital, ouais c'est ça, c'est l'orphelinat de l'hôpital de Foundling, voilà c'est ça. Et en fait régulièrement, je ne sais pas tous les combien de temps, ils acceptent 20 bébés qui doivent être âgés de maximum 2 mois. Et donc en fait c'est un tirage au sort quoi. Tu dois tirer une petite boule. Si elle est blanche, ben, ton bébé est admis. Si elle est noire, ben, voilà, ton bébé sera pas admis. Et si la petite boule est rouge, eh bien t'as encore une chance que ton bébé soit admis. Si l'un des bébés qui a eu la boule blanche n'entre pas dans les conditions pour être admis, donc c'est-à-dire à plus de 2 mois ou être en mauvaise santé, etc. Et donc Bess a la chance de... la chance de tirer la bonne boule et de voir son bébé admis dans l'hôpital. Donc c'est super triste parce que donc elle vient d'accoucher le matin même et voilà, dans l'après-midi elle doit laisser son bébé à cet orphelinat. Alors elle laisse en fait pour s'assurer que c'est bien son enfant, elle laisse un gage. Donc, elle a un os de baleine en forme de cœur qui est coupé en deux. Elle a une moitié et le père de l'enfant a l'autre moitié, donc c'est toujours pas qui est le père. Et elle va laisser en gage sa moitié de l'os de baleine dans l'espoir de pouvoir récupérer sa fille à un moment donné. Elle va en fait économiser pour pouvoir un jour aller la récupérer, puisque si elle veut la récupérer, elle va devoir payer tous les frais que l'hôpital a déboursés pour les soins de sa fille. Voilà, là je suis arrivée 6 ans plus tard. 5 ans ou 6 ans plus tard? Non, c'est 6 ans plus tard je pense. 6 ans plus tard, oui c'est ça. Bess a enfin réussi à réunir une belle somme d'argent et elle va aller récupérer sa fille à l'orphelinat. Voilà, je suis à cet endroit là, mais je sais déjà en fait qu'elle ne pourra pas la récupérer parce que c'est marqué dans le résumé en fait, que quelqu'un a adopté son enfant quand son enfant était encore tout bébé. Donc ça je sais déjà qu'elle va pas pouvoir la récupérer, mais voilà où j'en suis. Donc je pense qu'il y a pas mal de faits historiques dans le sens où Bess est son métier c'est elle est vendeuse à la criée, je sais même pas si c'est vraiment le bon terme, mais elle vend des crevettes. Et donc elle déambule dans les rues avec un espèce de panier sur sa tête avec les crevettes dedans et un gobelet doseur pour les vendre. Et apparemment c'est quelque chose qui a vraiment existé, puisque à un moment donné il y a une référence à une peinture de je ne sais plus qui a peint comme ça ces femmes dont c'était la profession de déambuler dans les rues avec leurs crevettes sur la tête. Et voilà. Je pense qu'il y a pas mal de faits du coup historiques, c'est assez intéressant, moi j'aime bien. Il y a des détails mais il n'y en a pas trop non plus. Moi c'est toujours ce que j'ai peur dans les romans qui sont fort historiques, c'est qu'en fait à un moment donné tu es noyé par tous les détails historiques et que tu te perds en fait là-dedans, et que au final le fil conducteur de ton histoire n'est pas assez mis en avant parce qu'il est étouffé par tous ces détails historiques. Ici en tout cas pour le moment ça va, il y a des détails mais il n'y en a pas trop. Je trouve que ça va avoir pour la suite de l'histoire, mais en tout cas pour le moment j'aime beaucoup et j'ai vraiment très envie d'y retourner. C'est un livre qui fait 400 pages,
voilà, je vais essayer de lire au moins 100 pages aujourd'hui et je vais essayer d'avancer. Comme je suis en congé, j'ai l'occasion de pouvoir beaucoup lire aujourd'hui. Donc je vais vraiment essayer de m'avancer dans cette histoire pour essayer de le lire quand même sur quelques jours parce que voilà, traîner un livre sur 10 jours c'est un peu pénible. Mais voilà, je vous reviendrai dans la suite de la vidéo avec mon avancée dans cette lecture. Sinon, point de vue série, je parle pas souvent de séries, mais en fait là j'avais très envie d'en parler parce qu'il y a 3 grosses séries qui sont sorties là récemment. Forcément vous n'avez pas pu passer à côté de la série sur les Anneaux de pouvoir, donc inspiré du Seigneur des Anneaux. Personnellement je regarde, donc il y a un épisode qui sort tous les vendredis, je suis à jour. Je regarde dès que l'épisode sort, je regarde donc avec mon compagnon. Et en fait je suis super déçue de cette série, je n'aime vraiment mais pas du tout. Je trouve que les acteurs n'ont aucun charisme, je trouve qu'ils ont massacré les elfes, mais vraiment ils les ont massacrés. Alors les nains, franchement ce sont ceux que je préfère dans cette adaptation, parce que je trouve qu'ils sont vraiment fidèles à ce que représente un nain, en tout cas pour Tolkien, enfin, par rapport à ce qu'on a vu dans Seigneur des Anneaux, ou même à ce que moi je me figure. Les nains c'est vraiment... Voilà, j'aime bien. En plus là on voit des femmes nains et je trouve ça chouette. Mais par contre les elfes, je sais pas, ils ont... Moi un elfe c'est, tu sais, les oreilles pointues, c'est les longs cheveux, c'est vraiment la prestance, le charisme. Genre l'elfe quand il arrive, tu sais, il y a plein de lumière autour de lui. Genre tu fermes ta bouche quand t'as l'elfe qui arrive parce qu'il dégage des trucs de dingue quoi. Et là je trouve que les elfes sont nuls à chier, mais vraiment. Ils leur ont foutu des espèces de brushing, et je comprends pas, tu dirais Ken de Barbie quoi. Les cheveux longs, bah, il n'y en a plus, à part pour les femmes. T'as le roi aussi, je pense qu'il a des cheveux longs, mais il a une espèce de touffe au-dessus de sa tête, donc ça fait brushing. Cheveux longs, mais avec brushing. Enfin, je trouve ça mais tellement nul. Ils n'ont aucun charisme, aucune aura. Les dialogues sont d'une pauvreté, mais c'est incroyable. Vraiment, les dialogues, je sais pas qui est le scénariste, mais franchement, il faut le virer, il faut prendre quelqu'un d'autre, quoi. C'est pas possible, les dialogues sont vraiment très pauvres. Galadriel, en soi, physiquement, je trouve que ça va. Question représentation d'un elfe, mais question dialogue, etc., je la trouve nulle. Tu vois vraiment qu'ils veulent mettre en avant une femme guerrière. À mon avis, c'est avec tout ce qui s'est passé par rapport... Enfin, tout ce qu'il y a pour le moment avec les femmes qui veulent reprendre leur pouvoir, etc. Tout ce qui est féminisme, patriarcat, ce genre de choses. Et je pense qu'ils ont voulu vraiment mettre une femme guerrière en avant pour... je sais pas, peut-être faire taire les gonzesses, j'en sais rien, ou pour avoir un équilibre, puisque dans le Seigneur des Anneaux à la base, il n'y avait pas vraiment de femme guerrière. Ouais, Galadriel était là, mais un petit peu en retrait quand même. Mais en fait, je trouve que c'est... Je sais pas, en fait ça se sent trop, c'est pas naturel, je sais pas comment expliquer ça, mais tu vois que c'est qu'ils mettent l'accent là-dessus pour une bonne raison et pas une raison valable, je trouve. Enfin voilà, je pense que c'est un peu flou ce que je raconte, mais moi j'aime pas. À part les nains, les pieds velus, je les aime bien, franchement je trouve que c'est assez sympa aussi. Mais voilà, les elfes je les trouve vraiment très nuls. Les décors sont très beaux. Tout ce qui est effets spéciaux et tout, franchement, il y a du budget, c'est vraiment très joli. Mais c'est d'une pauvreté scénaristique de dingue. C'est lent, ça n'avance pas. Franchement, le dernier épisode, moi, mon chéri s'est endormi devant. Voilà, tellement c'était d'une pauvreté scénaristique et il se passait rien, quoi, ça n'avance pas. Voilà, je suis très déçue de cette série, je la trouve vraiment très nulle. Je vais la regarder jusqu'au bout parce que ça fait partie de l'univers Seigneur des Anneaux. Et moi je suis fan de cet univers là depuis que j'ai 14 ans, donc ça fait quand même 21 ans. Mais vraiment je suis super déçue. Et donc en même temps donc est diffusée aussi la série sur House of Dragon qui vient de Game of Thrones. Par contre cette série là je la trouve mais terrible, j'adore. Vraiment c'est exactement comme Game of Thrones, je retrouve exactement... les mêmes sensations, le même univers, le même suspense, enfin tout pareil de ce que j'aimais dans Game of Thrones. Là les acteurs pour le coup je les trouve très bien. Ils ont du charisme, les coupes de cheveux sont pas merdiques. Je veux dire c'est cohérent en fait avec ce qu'on a connu dans Seigneur des Anneaux. Donc là on voit bien les dragons et enfin moi j'adore, je trouve ça... House of Dragon j'adore, franchement je trouve que cette série est très bien. Et voilà, je suis triste parce que c'est bientôt fini, je sais pas combien d'épisodes il doit rester, 4 peut-être. Et j'ai pas envie parce que j'aime vraiment beaucoup.
Et alors une autre série qui est sortie là tout récemment aussi, c'est la saison 5 de Handmaid's Tale. Donc c'est vrai que là bon, on est quand même loin, on est dans la saison 5. Donc si vous n'avez pas vu les premières saisons, je vais pas trop en parler pour ne pas spoiler. Alors en français c'est La Servante Écarlate, donc c'est tiré d'un bouquin, hein, mais voilà ils ont adapté en série. Et bon bah là forcément ça ne suit plus du tout le livre puisqu'on a la saison 5 et qu'il n'y a qu'un seul roman. J'aime toujours autant aussi l'actrice qui fait June, franchement l'actrice principale elle est terrible, mais cette femme, sa façon de jouer, encore une fois, si tu reviens avec le Seigneur des Anneaux où les acteurs n'ont aucun charisme, ici ben non c'est pas du tout le cas quoi. Et même celle qui fait Serena, franchement ce sont des actrices qui dégagent un truc de dingue je trouve. C'est super agréable de les regarder jouer et vraiment je suis trop fan. J'ai trouvé 3 épisodes jusqu'à présent de Handmaid's Tale et donc j'ai vu les 3 épisodes. Donc voilà, je suis impatiente de voir la suite. Ce sont mes 3 séries en cours. J'ai commencé à regarder aussi Sandman sur Netflix. J'ai regardé je sais pas 3-4 épisodes. Et là j'ai arrêté de regarder, je sais pas trop si je vais reprendre parce que j'aime pas trop en fait. Enfin, je trouve ça spécial et je sais pas, j'accroche moyennement avec la série. Au début je trouvais ça cool et puis au fur et à mesure que la série avance, je sais pas. Du coup je ne sais pas trop si je vais poursuivre la série. Voilà, par rapport les petites séries en cours. N'hésitez pas à me dire ce que vous regardez pour le moment. Est-ce que vous regardez l'adaptation du Seigneur des Anneaux? Et est-ce que vous aimez? Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne adaptation ou est-ce que vous trouvez que ça pue de la tronche? Comme moi, voilà. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Voilà, je vais retourner à ma petite lecture. Et je vous retrouve plus tard, aujourd'hui ou dans les jours prochains. Tout dépendra de ce que j'ai à vous dire. Voilà. Bye! Listen to the whispers of the fallen leaves. Et coucou, j'espère que ça va. Je vous retrouve aujourd'hui vendredi 7 octobre avec ce roman que j'ai terminé. Il y a déjà pas mal de jours que je l'ai fini. J'ai un peu tardé à vous faire la vidéo parce que j'ai pas eu le temps de tourner avant aujourd'hui. Et voilà, donc je voulais revenir là-dessus. Je sais que dans le premier rush de la vidéo je vous en parlais et je pense que je vous disais que j'aimais plutôt bien. J'étais vraiment au tout début de l'histoire. Et au final ce livre est plutôt une déception. C'est pas que je l'ai pas apprécié, mais en fait ça fait partie de ces livres vite lus, vite oubliés. Vraiment moi j'ai une catégorie comme ça où je me dis en le lisant bah oui c'est chouette, mais je sais que c'est une histoire que je vais pas du tout retenir, qui va pas du tout me rester en tête. Donc je vous ai pas dit le titre, hein, c'est L'orpheline de Foundling de Stacey Halls. En revanche la couverture est vraiment jolie, hein, elle fait super automnale et tout, j'aime vraiment beaucoup. Vous avez cette espèce de pastille là, ça m'énerve quand ils impriment ça sur les couvertures de livres, c'est vraiment pas joli. Mais bon, de toute façon, je pense que ce roman, je vais pas le garder, je crois que je vais le revendre, donc voilà, tant pis. Voilà, j'ai pas... non, c'est vraiment pas le genre de roman dans lequel j'aurais envie de revenir. Alors ici, on est sur un roman vraiment historique, hein, ça se déroule en 1747. C'est pas... on n'est pas sur deux temporalités, il n'y a qu'une seule temporalité, 1747. Pendant laquelle en fait on va suivre Bess qui est tombée enceinte et malheureusement elle n'est pas mariée ni quoi que ce soit et elle se retrouve seule avec son père et son frère et donc son mouflet. Et en fait le jour de la naissance de sa fille elle va la placer dans un espèce d'orphelinat, c'est l'hôpital, oui, l'orphelinat de l'hôpital de Foundling, voilà comment ça s'appelle, qui a réellement existé parce que à la fin vous avez un petit... voilà un petit passage qui explique qu'effectivement enfin ça a vraiment existé quoi cet endroit. Donc il s'agit en fait d'un endroit où j'imagine tous les X temps, je ne sais pas trop à quelle fréquence, ils permettent aux mères, ils en sélectionnent 20, de venir déposer leur bébé. La condition c'est que le bébé soit en bonne santé et qu'il ait moins de 2 mois. Et donc le jour où cette sélection est faite, c'est le jour où Bess accouche. Donc elle va déposer son bébé dans cet endroit. C'est un endroit, c'est ça que c'est un peu space comme à comprendre. C'est un orphelinat mais en même temps les enfants ne peuvent pas être adoptés puisque...
en fait ils vont leur donner une espèce d'éducation pour devenir, je pense que pour les garçons c'est être confectionner des filets de pêche, un truc dans le style, et pour les filles devenir des domestiques, vraiment leur donner une éducation pour, voilà, pour pouvoir servir dans des familles. Mais apparemment ces bébés ne peuvent pas être adoptés sauf par leur mère, leur véritable mère qui doit essayer à tout prix de venir les rechercher à un moment donné. Ça arrive très rarement, mais Bess elle met tout en œuvre pour pouvoir récupérer sa fille. Elle veut vraiment la récupérer et 6 ans plus tard elle a enfin réussi à réunir une somme d'argent qu'elle juge suffisamment importante pour pouvoir aller la rechercher, puisqu'évidemment c'est pas gratuit puisqu'ils réclament au maire eh bien, tous les frais qu'ils ont dû débourser pour l'enfant, pour ses soins de santé, la nourriture, etc. Mais quand elle se rend dans l'hôpital, dans l'orphelinat pour récupérer sa fille, en fait elle apprend que sa fille a déjà été adoptée par elle-même en fait. Donc une femme s'est fait passer pour elle et est venue chercher son enfant le lendemain du dépôt de l'enfant à l'orphelinat. Et donc évidemment Bess va chercher par tous les moyens à récupérer son enfant et elle va réussir à se faire engager en tant que domestique, non pas en tant que nounou, dans la famille qui a donc récupéré sa fille. Voilà en gros c'est le pitch du truc. Alors ce roman me fait très fort penser au roman Le Manoir aux Roses de je ne sais plus qui. Sinon c'était pas une Stacy aussi, je ne sais plus. Mais je l'ai lu il y a pas longtemps et j'avais pas forcément aimé ce roman. Bah en fait on est un peu dans le même style quoi. Si vous voulez, il y a plusieurs classes sociales qui se côtoient. Donc Bess elle est hyper pauvre, elle est vendeuse de crevettes, enfin ils ont vraiment rien du tout. Elle fait vraiment partie des gens ouais, très très pauvres. Et la famille qui a adopté sa fille, ben là c'est une famille qui est nettement plus aisée. Donc vous avez de nouveau ces deux modes de vie qui se confrontent. L'histoire, donc je vous ai dit, c'est historique. Pour autant, on n'est pas abreuvé, tenter plus de faits historiques. Alors oui, il y a quelques passages et descriptions, etc. historiques, mais ça va, c'est pas plombant. C'est pas le pur roman historique où en fait on te lance des faits comme ça tout le temps. C'est pas comme j'avais lu l'année passée La sorcière de Silsy, que j'avais pas aimé parce que c'était beaucoup trop historique et en fait je m'y perdais complètement dans tout ce qui était historique. Ici c'est pas le cas. Le point de vue historique est vraiment survolé, on est vraiment concentré sur l'histoire de Bess. Ça j'ai plutôt apprécié puisque j'aime pas trop quand il y a trop d'éléments historiques et que j'y comprends rien. Donc ça j'ai plutôt apprécié. Après j'ai trouvé que c'était assez plat comme histoire. J'ai trouvé que les personnages étaient pas super bien construits. J'ai rien trouvé de... C'est pas mauvais mais c'est fade en fait. J'ai vraiment cette sensation là en refermant ce roman. C'est une lecture fade qui ne m'a pas apporté grand chose et dont je me souviendrai pas forcément. Alors en plus la façon dont ça se finit, donc je vous spoil pas la fin, mais t'as l'impression d'être dans un Disney quoi. Et ça c'est vraiment pas plausible. C'est pas plausible. Et même t'as plusieurs scènes dans le roman qui sont pas plausibles. La façon dont Bess arrive à devenir nounou de la famille, c'est surréaliste. Il y a beaucoup de choses comme ça qui je trouve m'ont fait tiquer en fait. Quand je les lisais je me disais ça ne semble pas assez réel et voilà. C'est pas un roman que franchement j'ai plus apprécié que ça. Et j'en ai encore un de cette autrice Stacey Hulse. J'ai La sorcière de Pendle qui encore une fois est un roman historique hein, par rapport à, je sais pas, au procès des sorcières de Pendle apparemment. Je vais le lire parce que je l'ai déjà acheté donc bon, bah, je vais le lire. Je verrai bien si j'accroche ou pas. Elle en a sorti un troisième, c'est La nurse du Yorkshire, je pense que c'est ça, il vient de sortir. Du coup, bah, je verrai bien avec La sorcière de Pendle si j'apprécie ce roman ou pas. Mais voilà, Stacey Hulse, c'est vrai que c'est pas... Apparemment ça fonctionne pas trop avec moi. Après le style d'écriture était sympa. Ça j'ai apprécié, c'est fluide, c'est bien traduit, c'est... Je veux dire les pages se tournent toutes seules quoi. Donc ça c'est cool. Mais voilà, du point de vue de l'histoire, bah avec moi ça l'a pas fait. Alors avec ce roman je valide la catégorie en fait du Pumpkin Autumn Challenge. Donc c'est dans Automne douceur de vivre.
je valide la catégorie, il n'y a jamais trop d'épices dans ma pumpkin pie. Et donc là, de souvenir, c'était, il fallait lire un roman avec une histoire de famille, je crois. Voilà. Donc voilà. C'est validé. Du coup là je me suis lancée dans une troisième lecture pour valider donc encore une sous-catégorie du Pumpkin Autumn Challenge. Et donc je suis en train de lire le tome 3 de la saga Vampiria de Victor Dixon. Donc par contre là c'est un livre que je lis en numérique. Mais je vous mettrai la couverture ici ou là. Alors ce tome 3 de Vampiria, j'avais lu un peu partout que c'était le meilleur de la série. Et franchement j'adore, je suis mais totalement dedans. Et je crois, je ne sais pas, j'hésite avec le tome 1. Il faut voir en fait comment ça va se finir. Mais franchement, j'adore. C'est vraiment le roman, j'ai tout le temps envie d'y retourner. Limite, j'ai pas envie de regarder ma série à la télé ou quoi. Le soir, j'ai qu'une envie, c'est lire. J'ai tellement envie de connaître la suite. Et ce qui est assez dingue avec Victor Dixon, c'est que je suis rentrée directement dans le roman. Je veux dire, le tome 2, je l'ai lu, je sais même plus quand je l'ai lu, l'année passée. Ouais, peut-être à cette période-ci l'année passée, donc ça fait quand même bien 1 an que j'ai lu le tome 2. Et ben en fait, je suis rentrée mais directement dans l'histoire, j'ai retrouvé directement le personnage de Diane. J'ai pas eu un temps d'adaptation en fait. C'est incroyable et Victor Dixon est vraiment hyper doué pour faire ça. Je sais pas comment il fait, mais je me souviens qu'avec Phobos, ça me faisait la même chose. J'avais pas besoin de temps d'adaptation, je rentrais directement dans le roman et c'est tellement addictif. Pourtant le tome 3 il est gros quand même, je pense qu'il y a bien 500-600 pages, donc c'est pas le petit roman. Et je vous jure que je le bouffe ce roman, mais à une vitesse. Je suis à 65% de lecture et franchement je les ai pas vus passer. Mais je les ai vraiment pas vus passer. Il se passe plein de trucs, il y a plein de personnages, nouveaux personnages qui débarquent. Ils sont super intéressants, vraiment cet univers de Vampiria. Mais c'est tellement bien. Alors ok, on parle encore des vampires, c'est toujours un peu le même thème qui est ressassé. Mais ici c'est... Ouais, je sais pas, ouais c'est trop bien en fait, j'ai pas d'autres termes, c'est trop bien. Lisez Vampiria, c'est vraiment une saga qui est trop chouette. Voilà, je vous parlerai plus du tome 3 quand j'aurai fini parce que de toute façon je pense que je vais essayer de le finir ce week-end. Si j'arrive à caser de la lecture, faut voir ce qui est prévu le week-end, mais mes week-ends sont parfois hyper chargés. Donc on verra bien, mais j'aimerais franchement le finir parce que j'aime tellement, je le dévore, mais vraiment. Donc voilà, Vampiria, je vous conseille vraiment cette saga, elle est topissime. Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui dans ma cuisine pour vous montrer mes derniers petits achats mugs. J'ai passé une commande sur le site de Caro from Woodland. Elle a mis en ligne son nouveau mug, donc un mug spécial Halloween. Et elle a également sorti un nouveau mug pour l'automne avec des citrouilles que j'ai vraiment trouvé trop beau. Voilà, j'ai craqué. Et donc je me suis commandé ces 2 mugs. J'en ai également trouvé un sur le site d'Anthropologie que je vais vous montrer tout de suite. Donc voilà le mug de Caro. Donc c'est un mug, celui-là c'est le spécial Halloween. Donc comme vous voyez il y a un chapeau de sorcière et donc il y a des branches tout autour du mug et donc le chapeau qui se retrouve de l'autre côté. Alors à l'intérieur de la tasse vous avez un balai. Et voilà, je le trouve vraiment très beau. Il va très bien dans mon étagère à mugs spécial automne. Et je vous avoue, j'en ai pas beaucoup des mugs pour l'automne. Donc du coup là mon étagère elle ressemble un peu à rien parce que j'ai un restant de mugs d'été plus quelques-uns de l'automne. J'en ai un qui est un peu Noël sans l'être vraiment. Donc en fait c'est pas très joli. Donc j'essaye d'investir, de me trouver des mugs en rapport avec l'automne pour combler un petit peu cette étagère. Mais bon je vous avoue que ça coûte cher, hein. Voilà un mug ici, ils sont vendus à 24,90 €. Donc clairement c'est pas donné quoi, hein. C'est voilà 25 balles pour un mug. C'est sûr que t'en achètes pas 50 mais voilà je le voulais tellement et je me dis que bon si tous les ans j'en achète 2-3 à la fin j'aurai quand même une collection assez sympa. C'est juste que les débuts sont un peu compliqués. Donc voilà pour celui-ci. Et alors le deuxième c'est celui-là, donc c'est le mug avec la... Je vais vous montrer de ce côté là, à mon avis avec la luminosité, ouais, ça donne un peu mieux je pense. Donc c'est celui-ci c'est le mug Pumpkin Spice and Everything Nice. Je le trouve trop beau, voilà, avec les petites feuilles comme ça. Et donc à l'intérieur vous avez une feuille. Voilà, je trouve très sympa. Je vous avoue que le mug d'automne
des années précédentes de Caro me tente moins. Il est sympa mais c'est vrai que je le trouvais moins attirant. Voilà, il me donnait pas forcément envie, mais alors celui-ci franchement voilà, j'aime vraiment beaucoup. Ce sont des mugs en porcelaine et tout, enfin franchement c'est de la super qualité. Il passe sous la vaisselle également. Donc voilà, c'est top par rapport à ça. J'en ai profité aussi pour me prendre deux autres petites choses dans ma commande donc sur le site de Caro. Donc je lui ai pris un marque-page Stars Hollow. Donc c'est un marque-page sur le thème de Gilmore Girls. Et voilà, je le trouve vraiment très très joli. Et j'ai pris aussi une petite carte aussi sur le thème Gilmore Girls. C'est en fait la même illustration, je trouve, voilà, c'était pas très cher, c'était 2,70 € je crois. Et je trouve que ça décore bien la maison, enfin ça donne, c'est des teintes automnales. Donc je trouve que ça donne bien, j'aime vraiment beaucoup. Et alors le troisième mug que je veux vous montrer, c'est celui que j'ai trouvé sur le site d'Anthropologie. Donc ici c'est une citrouille. Elle est toute blanche, alors j'ai vu partout la citrouille comme ça, mais avec des espèces de petites feuilles orange que je trouve beaucoup plus jolie. Mais en fait sur le site d'Anthropologie UK il n'y a pas, il n'y avait que celle-ci. Et du coup je l'ai pris parce que en soi je la trouve super sympa quoi, j'aime vraiment beaucoup. S'il y avait eu celle avec les petites feuilles orange, je l'aurais prise, mais voilà, il y avait que celle-là. J'aimais bien, elle était à 15 €, donc je trouve que le prix c'est tout à fait correct. Après moi j'avais 6 € en plus de frais de port, donc tout de suite ça fait 21 balles pour une tasse. Mais voilà, je la trouve très belle et elle est de très bonne qualité, vraiment elle est très bonne qualité, super jolie. Voilà pour mes petits achats mugs par rapport à l'automne. Je vous retrouve tout de suite pour ma chronique du tome 3 de la saga Vampiria de Victor Dixon. Je profite un peu de l'extérieur, il fait super doux aujourd'hui, il fait je crois 19 degrés. Il a plu mais franchement il fait très lourd. Mais plutôt chaud, franchement là je suis dehors et j'ai pas froid du tout. C'est incroyable parce que bon on est quand même le 15, on est le 15 octobre, donc bon c'est assez incroyable. Mais du coup j'en profite surtout que vous avez quand même des super belles couleurs ici avec les arbres. Donc je me suis dit que j'allais vous en faire profiter aussi, surtout si vous n'avez pas de jardin. Moi j'ai quand même la chance d'avoir un bel environnement autour de moi et ça c'est hyper agréable. Du coup je vais vous faire ma petite chronique du tome 3 de Vampiria de Victor Dixon avec ce petit décor. Donc le tome 3 s'intitule La cour des ouragans. C'est un roman que j'ai vraiment adoré. Je crois que c'est mon préféré de la trilogie. J'ai surkiffé ce roman, j'ai passé un excellent moment. Ça fait longtemps que j'ai lu le tome 2, je crois que je l'ai lu l'année passée et pour autant j'ai eu aucun mal à me replonger dans l'histoire, à redécouvrir le personnage de Diane. Je trouve qu'il y a un suspense assez dingue, on a envie de tourner les pages encore et encore, pourtant c'est un gros pavé, je crois qu'il faisait 600 pages, donc vraiment c'est un roman assez conséquent et je n'ai vraiment pas vu ces 600 pages passer. J'ai trouvé ça assez incroyable et Victor Dixon est vraiment hyper doué pour ça. Je suis très admirative de sa façon de faire, de sa façon d'écrire. Cet auteur a une imagination de dingue. Ici, il y a de nouveaux personnages qui entrent en scène. Ils sont vraiment très chouettes. J'aime vraiment la tournure en fait qu'a choisi Victor Dixon pour la suite de son histoire. Alors j'ai cru comprendre que la trilogie s'arrêtait ici, mais qu'il y allait avoir une nouvelle trilogie. Je présume avec de nouveaux personnages parce qu'en soi l'histoire n'est pas terminée. Mais par rapport à Diane, enfin même par rapport à Diane en fait, Jeanne, c'est la même fille, c'est pas forcément terminé non plus, donc je ne sais pas trop où l'auteur va nous emmener pour la suite. Mais c'est clair que je lirai les prochains tomes de Vampiria parce que je suis très fan de cet univers. Ici donc il va y avoir des complots, de la trahison, de nouvelles créatures magiques comme les sirènes. Et franchement c'était trop bien. C'est jusqu'à présent ma meilleure lecture du Pumpkin Autumn Challenge. J'en suis trop contente. Et je vous suggère vraiment de lire cette saga. Si vous aimez tout ce qui est fantastique, que vous aimez l'univers des vampires, ici le roman est vraiment cool. Alors oui on parle des vampires, voilà, c'est toujours un peu le même thème, mais c'est un peu... je trouve que c'est innovant, en tout cas ça ressemble pas à ce qu'on connaît et moi ça me plaît vraiment beaucoup. Donc voilà par rapport à cette lecture, ce qui était vraiment très cool. Je vais pas vous faire un résumé parce qu'étant donné que c'est un tome 3, je peux pas trop vous en parler.
Sinon je risque de spoiler le tome 1, le tome 2. Après ce que je peux peut-être vous dire c'est qu'on va se retrouver ici de nouveau avec une espèce de compétition entre 5 femmes pour épouser un homme. Voilà, donc on est de nouveau dans une compétition, mais bon voilà, une compétition dont l'issue pour la perdante est un peu et pas génial quoi, hein. Voilà, c'est pas, on n'est pas dans un conte de fées, hein. Donc en gros la perdante elle va vivre un sale quart d'heure si, enfin, chaque fois qu'elle va perdre quoi. J'ai remarqué que Victor Dixon aimait beaucoup les compétitions entre personnes, et voilà, ici de nouveau on en retrouve une. J'ai eu un peu peur quand j'ai découvert que c'était de nouveau une compétition, parce que je me suis dit mais non, déjà dans Phobos c'est un peu une compétition, dans le tome 1 de Vampiria c'est une compétition, on se retrouve encore avec une compétition, mais au final c'est sympa. Ça m'a pas saoulée et voilà, je n'ai fait que approuver le choix de l'auteur. Du coup là je suis en train de lire un livre de Amy Harmon, donc c'est Un tourbillon de sable et de cendres est publié chez Charleston. Donc j'ai reçu ce livre dans le cadre d'une masse critique Babelo, donc je n'ai pas payé ce livre mais j'ai participé en fait à la masse critique dans l'objectif de gagner ce roman-ci, donc j'ai choisi de l'avoir. Donc du coup ce roman fait pas partie du Pumpkin Autumn Challenge, mais voilà, comme je dois rendre ma chronique sous 30 jours, il faut que je le lise, hein. Il me reste environ 160 pages, je suis à la page 315 sur 470. Alors ce que je peux vous dire par rapport à ce roman, c'est qu'il est super dur à lire. Franchement j'ai envie de pleurer. À chaque fois que je reprends ce roman, j'ai envie de pleurer. Ce roman est fantastique, vraiment. C'est bien écrit, c'est juste en fait. Mais c'est tellement juste que du coup c'est triste, c'est affreux. Donc en gros on va se retrouver ici pendant la Seconde Guerre mondiale en Italie, et donc on va suivre deux personnages, une jeune juive et un prêtre. Ils se connaissent en fait depuis l'enfance, ils sont amoureux l'un de l'autre, mais voilà, étant donné que le mec a décidé qu'il allait devenir prêtre, bah voilà, il n'y a rien qui est possible entre eux. Et puis donc il y a la guerre qui arrive tout doucement avec forcément voilà, tout ce qui se passe par rapport aux juifs, hein. Je vous fais pas un dessin, je pense que tout le monde est au courant de l'histoire. Et là vraiment l'histoire va se concentrer en Italie. Qu'est-ce qui s'est passé à Florence et à Rome par rapport aux juifs? Et c'est vrai que je n'en avais aucune idée. Je savais pas du tout ce qui s'était passé dans ce pays là par rapport à ça, parce qu'au début de la guerre, si vous voulez, l'Italie elle est alliée à l'Allemagne, et puis en fait l'Italie va passer un espèce d'armistice avec les États-Unis, et du coup en fait ça va se retourner contre eux et les Allemands vont envahir l'Italie, et du coup l'Italie qui était alliée va devenir ennemie. Et voilà, en soi ce qui va se passer pour les juifs c'est enfin, il n'y a pas de mots en fait pour décrire ça. Après, je pense qu'on est tous très bien conscients de ce qui s'est passé pour les juifs lors de la Seconde Guerre mondiale, donc je vais pas vous faire un dessin, vous vous doutez bien de tout ce qu'il y a eu. Ici, les horreurs sont quand même décrites. Je pense que l'autrice aurait pu décrire encore pire, parce que il y a eu pire que ce qui est décrit là. Mais rien que ça, c'est déjà beaucoup trop. Et en fait, ce qu'elle parvient très bien à faire, et c'est en ça que le roman est dur à lire, c'est que les émotions sont très bien décrites, et en fait l'angoisse des juifs, on ressent vraiment cette angoisse, c'est oppressant, on a envie de hurler en fait, en même temps que on a vraiment envie de se révolter, de dire mais enfin, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous faites, est-ce que vous vous rendez compte que ce sont des êtres humains, mais comment c'est possible de faire ça à d'autres êtres humains, ils sont comme nous quoi, on s'en fout de la religion, on s'en fout, c'est des êtres humains. Séparer les enfants des parents comme ça, et enfin c'est horrible, c'est tellement triste. Je sais pas trop comment ça va se finir pour la juive, donc du coup de l'histoire, mais même pour le prêtre, parce qu'en fait il se met en danger, hein. Vous vous doutez bien que voilà, le prêtre il va essayer d'aider les juifs, et elle, elle va essayer de se cacher le plus possible et de ne pas se faire attraper, parce que si tu te fais attraper par les Allemands, tu te fais déporter dans un camp de concentration quoi. C'est voilà, je vous donnerai un avis final quand je l'aurai fini. J'aimerais bien finir ce week-end, je sais pas si je vais arriver, parce que c'est quand même ça se lit pas hyper vite, hein. Au début j'ai cru que ça allait se lire très vite parce que je trouvais que c'était assez aéré. Au final ça se lit pas si vite que ça, parce que c'est dur comme lecture.
Mais je vais essayer quand même de finir ce week-end, je verrai si j'y arriverai. Je vous donnerai un petit avis final par rapport à cette histoire. Et puis je clôturerai la vidéo avec mon avis final sur ce roman. En tout cas, enfin, j'ai envie de dire que c'est magnifique. Mais étant donné que c'est triste, c'est dur en fait de pouvoir dire ça, mais c'est un super roman. Vraiment super roman, super bien écrit. Je suis bluffée par le talent de Amy Harmon. C'est très bien traduit. Franchement, Amy Harmon, je savais que sa plume, elle fonctionne très bien avec moi. Voilà, je sais que je suis fort touchée par sa façon d'écrire. Elle arrive vraiment à me toucher en plein cœur. Ben, des auteurs comme ça s'explique pas. Pourquoi? Je sais pas. Elle, je sais que ça fonctionne. Et encore une fois, j'en ai la preuve. Hein. Voilà, je crois que c'est le 3e roman que je lis de cette autrice. Et ben voilà, j'ai les mêmes sensations qu'avec les 2 premiers que j'ai lus. Donc voilà, je vous en reparle très vite quand je l'ai fini. Mais à retenir. Et coucou, je suis ravie de vous retrouver pour mon avis final sur ce livre. Je l'ai terminé aujourd'hui, on est quand? On est le 18 octobre. Voilà, je l'ai fini aujourd'hui. Et vraiment, je reste sur mon avis que vous avez vu donc dans le rush précédent. J'adore. J'adore vraiment cette histoire. J'ai beaucoup aimé le livre de Amy Harmon, Ce que murmure le vent, donc qui est aussi un roman historique. Ici c'est son second roman historique. Et vraiment, j'ai préféré celui-ci. Je le trouve meilleur. Enfin meilleur, je sais pas si je peux dire meilleur. Je pense que je suis juste plus réceptive peut-être à la période tout simplement. Parce que c'est vrai que dans Ce que murmure le vent, ça se passait en Irlande, oui c'est ça, en Irlande. Je connais rien sur l'histoire de l'Irlande et donc c'est vrai que je me sentais peut-être moins concernée, même si j'ai adoré ce roman. Ici c'est pendant la guerre 40-45 et forcément je suis au courant de ce qui s'est passé. Bon voilà, ça fait partie de mon histoire de belge on va dire. Et ici vraiment j'ai trouvé que c'était merveilleusement bien écrit, merveilleusement bien retranscrit. Les émotions sont tellement... c'est incroyable d'arriver à faire passer autant d'émotions. Les phrases sont belles, vraiment on a le sentiment que l'autrice a choisi chacun de ses mots, que les tournures de phrases sont vraiment bien pensées, la traduction est impeccable, mais vraiment impeccable. Je n'ai pas vu de coquilles, ou en tout cas s'il y en a, il y en a vraiment très peu parce que ça m'a pas du tout sauté aux yeux. Franchement, ce roman pour moi c'est... Je sais pas si je peux dire que c'est un coup de cœur parce que en soi, l'histoire m'a pas fait rêver ni quoi que ce soit, j'ai eu envie de pleurer tout au long de ma lecture, vraiment jusqu'à la fin, j'avais envie de pleurer quoi. Donc je peux pas dire que c'est un coup de cœur, ça m'a pas apporté des sentiments hyper positifs, mais vraiment c'est un très bon roman. Franchement ouais, là, je sais pas, en fait je trouve pas les mots assez forts pour exprimer ce que je ressens par rapport à cette histoire, parce que pour moi c'est vraiment... je sais pas si je peux dire un chef-d'œuvre, mais c'est un livre qui mérite d'être lu, qui mérite d'être découvert, qui mérite vraiment d'être mis en avant parce qu'il est vraiment bon. Ce roman est vraiment bon. L'histoire d'amour, ouais il y a une histoire d'amour dedans, mais c'est pas cucu, gnangnan, pas du tout, c'est juste fort, c'est juste beau, c'est... ouais, c'est vraiment une très belle histoire que je vous conseille. Vraiment, ce livre vaut vraiment la peine d'être lu pour moi et ça arrive pas souvent que je dise ça, mais vraiment là c'est le cas. Donc voilà, par rapport à ce roman, je pense que je vais pas en dire davantage, je crois que j'en ai déjà pas mal parlé. Vous avez bien compris que c'est un roman que je vous conseille absolument de lire. Et donc voilà, je crois que je vais vous laisser là pour cette vidéo. Je voulais vraiment terminer cette vidéo par mon avis définitif sur cette lecture qui est vraiment très bien. Et voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimé, n'hésitez pas également à la commenter, à me dire ce que vous avez pensé de ce roman si vous l'avez lu. Donc c'est le roman Un tourbillon de sable et de cendres, je pense que j'ai même pas dit le titre du roman. Vous avez vu la couverture hein, mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette histoire si vous l'avez lue. Est-ce qu'elle vous a vraiment bouleversé comme moi? Est-ce que vous avez ressenti vraiment des émotions très fortes? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Vraiment n'hésitez pas à me dire ça. Dans tous les cas, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!